Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et même durant l'été, même durant ce mois de juillet, on ne vous lâche pas avec vos rendez-vous économiques. Et c'est toujours avec vous, Thomas Binet, bonjour. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien, comment une idée née au lendemain des congés payés est-elle devenue le leader français des clubs de vacances? Je vous raconte l'histoire de Bellambra, l'histoire d'une entreprise qui a compris que les Français ne cherchaient pas seulement un séjour, mais des souvenirs. Et nous recevrons ensuite Luca Lambertini, entrepreneur, investisseur et auteur du livre War Mode, passe de spectateur à entrepreneur. Pourquoi dit-il que les entrepreneurs intellectualisent trop, voire procrastinent? Rien que ça. Avant de se lancer, on va lui poser cette question et bien d'autres encore dans un instant. Et puis nous sommes avec Caroline Laverdé en duplex, avocate et consultant pour Oser entreprendre. Nous parlerons d'un sujet qui s'impose désormais dans toutes les entreprises. L'intelligence artificielle, peut-on l'utiliser librement dans son entreprise? Quels sont les pièges juridiques que la plupart des dirigeants ignorent encore? Et ça, c'est tout de suite. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, vous allez aborder un sujet qui nous concerne et qui va concerner certainement des milliers, voire des millions de Français, les vacances, parce qu'on est déjà peut-être parti avec eux sans vraiment connaître leur nom, les fameux Bellambra Club. C'est un peu la colo des adultes qui est véritablement devenue un empire du tourisme et vous allez nous faire voyager ce matin. Comme vous y allez, mon cher Maxime. Toujours. On va rêver, on va essayer en tout cas. Tout commence en 1955 avec une idée presque militante, permettre aux Français de partir en vacances. À l'époque, ça s'appelle VVF, ça rappellera des choses à certaines personnes. C'était village, vacances, famille. On est en plein boom des congés payés et ces clubs deviennent vite des lieux incontournables pour des générations entières. Et le problème, c'est que Bellambra arrive bien plus tard. Exactement, le grand virage, c'est 2008. Nouvelle direction, nouveau nom, Bellambra Club. Et là, tout va changer. On modernise, on rénove, on monte en gamme. L'objectif, transformer ces villages un peu vieillissants en vrais clubs, tout compris à la française, capables de rivaliser avec les plus grands. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils pèsent vraiment dans le paysage ? Clairement, près de 50 clubs partout en France, des investissements massifs avec plus de 300 millions d'euros et une promesse simple, vacances faciles, familiales et qualitatives. Leur force, c'est l'expérience. Club enfant, sport, restauration, tout est pensé pour séduire les familles. Et leur actualité ? Eh ben, elle est ambitieuse. Bellambra accélère encore sa montée en gamme et sa digitalisation. Et surtout, il profite d'une tendance forte. Les Français voyagent de plus en plus, mais en France, et a priori, ce n'est pas cette année d'ailleurs que cela va changer. Un contexte parfait pour s'imposer comme le leader du club vacances Made in France. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et Thomas, notre premier invité en ce dimanche matin, c'est Luca Lambertini, entrepreneur et investisseur, mais également auteur de ce livre, War Mode, passe de spectateur à entrepreneur, et c'est aux éditions Duno. Bonjour Luca Lambertini. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur les réseaux sociaux, je montre à l'écran le livre que vous venez évidemment d'écrire et publier donc chez Duno, comme vient de le rappeler Maxime. Votre livre est très direct, Luca Lambertini. Il affiche la couleur dès sa couverture, vend, construit, fait ton million. Est-ce que l'entrepreneuriat a besoin aujourd'hui d'un discours plus musclé, moins robotique, du coup, pour marquer les esprits ? Je pense que l'entrepreneuriat manque d'un ouvrage qui permet aux gens facilement, on va dire, de monter une entreprise, de lancer une entreprise. Moi, j'ai monté mon entreprise, ma première entreprise à 22 ans. C'était une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels dans tous les domaines de service. Et j'ai monté cette entreprise, cette plateforme. À son apogée, elle est montée à 100 millions de visites par an, 50 millions d'utilisateurs dans 142 pays. J'ai dirigé jusqu'à 170 personnes. Et j'ai vu les sommets, les murs. J'ai vu ce qui fait marcher une société comme ce qui la détruit. Et aujourd'hui, voilà, moi à l'époque, quand j'avais 22 ans, je cherchais à trouver un manuel pour pouvoir me permettre d'aller dans la bonne direction. Alors, en montant mon entreprise. On va en parler dans un instant justement de la méthode que vous préconisez. Votre livre s'ouvre sur une idée forte. Si tu ne choisis pas ta vie, on t'en imposera une. Est-ce que c'est finalement ça, entreprendre, refuser une trajectoire écrite par les autres ? Exactement. Je pense que la trajectoire par défaut, c'est aujourd'hui, dans le monde entier et en France, c'est le salariat.
Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, et je pense que beaucoup de personnes sont coincées dans ce schéma, le fameux 9h-17h, parfois dans des entreprises que les gens n'aiment pas trop. C'est ce que vous dites d'ailleurs, parce que vous écrivez, vous dites que le CDI, contrat à durée indéterminée, échoue à rendre souverain. Ça veut dire que le salariat donne une fausse image, une fausse impression de la sécurité? Ça donne une fausse impression de la sécurité, c'est confortable, mais en fait on est dépendant d'un patron qui peut nous virer du jour au lendemain, on est dépendant d'un État qui repousse la retraite, bref, on est dépendant de plein de choses, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est dur, mais c'est ce qui peut nous permettre de devenir souverain de sa propre vie, et ça passe notamment par le fait de créer des choses, de construire des choses, et donc pour construire des choses, derrière, il faut avoir le courage de passer à l'action, et c'est ce que mon livre essaye de faire. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé votre début d'activité à 22 ans. Je vais y revenir un instant si vous m'y autorisez. Vous racontez avoir refusé un stage de pré-embauche alors qu'un CDI semblait quasiment garanti. À 22 ans, c'est quoi? C'est du courage, de l'inconscience ou déjà une obsession entrepreneuriale? Alors j'avais un peu de tout ça. Une chose est sûre, c'est que je voulais personne au-dessus de moi. C'est un truc que je déteste, avoir quelqu'un au-dessus de moi. Ouais. Et je voulais créer quelque chose. Je voulais créer l'Amazon du service. J'y connaissais absolument rien. De base, je ne suis pas tech. J'ai aucun background tech. Moi, je suis un profil commercial, on va dire. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, je me suis lancé et j'ai appris en faisant. Et en fait, il y a un mantra dans la Silicon Valley qui dit l'action produit l'information. Et en fait, c'est ça. En avançant, vous apprenez en marchant, quoi. Alors, tout simplement. Vous dites que vous voulez pas avoir quelqu'un au-dessus de vous, mais je me permets de rappeler la célèbre phrase d'Henry Ford qui disait: ce sont pas les patrons qui vous payent, ce sont vos clients. En l'occurrence, est-ce que votre patronat à vous, c'est pas vos clients? Du coup. Alors c'est une très bonne question. En effet, on est tributaire de nos clients, mais derrière, voilà, moi j'ai pas quelqu'un qui me dit tu dois être là à 9h pétante ce matin, sinon tu te manges un avertissement. Je peux faire ce que je veux, je suis libre, je peux monter des projets, je peux créer des choses. Vous partez avec 10 000 euros de prêt étudiant, 0 client et 2 ans sans salaire. C'est ça vraiment le constat qu'on peut avoir de l'époque. Qu'est-ce qui vous a empêché d'abandonner? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? La résilience? Autre chose? Alors, à l'époque, c'est très bête, à l'époque, je faisais du pancrace, aujourd'hui connu sous le nom de MMA. Ouais. Et en fait, c'est des sports de combat. Moi, j'adore les sports de combat. Et en fait, ça vous apprend la ténacité, vous la chopez là. Quand vous rentrez dans une cage ou sur un ring, bon, il faut tenir, il faut jamais abandonner, sinon vous vous faites entre guillemets anéantir. Et donc moi ça vient de là pour le coup. Notoirement votre associé de l'époque, vous l'avez pas initié à ces sports de combat parce que il souhaite arrêter juste 2 semaines avant que les chiffres explosent. Exactement. Comment savoir si on doit se préserver, persévérer ou reconnaître que le projet ne marche pas? Parce qu'à 2 semaines près, vous arrêtiez tout et on ne sera peut-être pas en train d'en parler. Exactement. Alors là, c'est un cas extrême. Les 2 ans, voilà, c'est vraiment extrême. C'est une exception. Et moi, justement, ce que je fais à travers le livre, c'est de dire il faut pouvoir se lancer rapidement pour voir si le marché répond ou non à notre offre. Et donc moi je dis, il faut vendre avant de construire. Les gens ont tendance à construire avant de vendre. Et donc obtenir le premier paiement le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un intérêt et se dire ok, je peux y aller, je fonce et je mets toute mon énergie dedans. Alors justement, votre méthode dit ne construis pas avant d'avoir parlé à un client. Pourquoi dans ton entrepreneur, Luca Lambertini, préfère-t-il encore créer un logo, un site, un business plan plutôt que de vendre? La peur d'avoir tort, la peur d'aller à l'affrontement, repousser l'échéance? C'est le stress de l'exposition. Moi j'appelle ça le stress de l'exposition. La peur de gagner? La peur du regard des autres, la peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer, de se dire. La peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer. Et c'est vrai que les gens ont tendance à faire des logos, des statuts, de faire le juridique, alors que en fait il faut aller se confronter au marché le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut obtenir un paiement, un seul, pour pouvoir se dire, ok, il y a quelqu'un qui veut acheter ma solution. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer ce dimanche matin, c'est qu'on revient au temps d'avant. Le temps d'avant, dans les entreprises, on le faisait fréquemment. C'était ce qu'on appelait les tests produits, les tests marchés. Tout à fait. C'est des principes universels. Moi, je viens du domaine du secteur des startups. J'ai monté une startup. Et en fait, toute la bonne littérature est aux US, la littérature entrepreneuriale. Et ce que j'ai voulu faire, c'est prendre toutes les tactiques des startups que moi je connais et les rassembler dans un ouvrage en me basant aussi sur mon expérience pour permettre aux gens, comme les startups, d'aller monter une boîte, que ce soit une startup comme une PME, dans tout secteur, pourvu que ces personnes-là l'amènent à plus d'1 million. Voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis avec Luca Lambertini, qui a écrit un livre, Mode, chez Duno. En quoi votre méthode est différente de toutes celles qu'on peut voir sur Internet? Parce que là, des coachs en tout, ça existe, oui. On est d'accord. En quoi votre méthode est différente de tout ce qu'on peut trouver? Alors, il y a 2 choses.
le marché du livre en France est rempli de bullshit. Voilà, il y a de très bons ouvrages, comme l'ouvrage de Pierre Gobil, un ami à moi, Startup Unlocked, que je vous encourage à aller voir. Et en l'occurrence, il y a deux types d'ouvrages. Il y a des ouvrages où la personne vous dit comment construire une entreprise, sauf qu'elle a jamais construit une entreprise. Et il y a d'autres types d'ouvrages où le contenu est complètement générique et pas du tout actionnable. Et moi, je me base sur mon expérience, je me base sur ce que j'ai appris dans le domaine des startups pour avoir un ouvrage qui est réellement actionnable. En 24 heures, avec ce livre, vous pouvez trouver un problème, valider que votre solution est bonne et toucher votre premier paiement. Et ensuite, j'explique comment ce qu'elle est. Et tout ça en 24 heures. Voilà. Lucas Lambertini, on vous passe au test rapidement pour terminer l'entretien de ce dimanche matin. Si un jeune nous écoute aujourd'hui avec une idée, mais aucune certitude, quelle est la première action concrète qu'il doit faire dans les prochaines 24 heures ? Alors, déjà, je lui dirais, est-ce que ton idée répond à un vrai problème ? Parce que tout le monde cherche à trouver une bonne idée. Besoin ? Problème, D'accord. frustration, problème. Et en gros, tout le monde cherche à avoir la bonne idée, et parfois ça prend du temps d'avoir la bonne idée. Et ce qu'il faut, c'est rechercher les problèmes, les frustrations autour de nous. Donc, par exemple, est-ce que la personne vit une frustration au quotidien ? Est-ce que dans le futur, il va y avoir des besoins ? Et derrière, vous allez construire votre idée autour, et pour valider votre idée, il faut aller parler à au moins 10 personnes, engager 10 conversations avec des personnes qui vivent le problème. Tester donc. Que vous souhaitez solutionner, exactement. Et ensuite, vous lancez, vous faites des préventes, tout simplement. Vous lancez une landing page et vous allez récupérer des précommandes, entre guillemets. Et si vous arrivez à obtenir entre 1 et 10 paiements, c'est que le marché a un intérêt pour votre produit et donc vous pouvez continuer. Et je vous prendrai, Thomas, juste une dernière seconde. Je vous prends l'exemple de un ingénieur de SpaceX. Il était chez SpaceX, donc super boîte, et il en avait marre le matin de boire du café avec du microplastique à l'intérieur. Et donc il s'est dit, bon bah, allez, je quitte SpaceX, je vais monter ma machine à café sans microplastique. Et ce qu'il a fait, c'est très bête, c'est que il a construit une landing page, donc une page d'atterrissage, où il montre le design de sa machine à café sans microplastique, et dessus, il réceptionne des précommandes. Et il ne développe pas le produit tant qu'il n'a pas suffisamment de précommandes. Et c'est ça que je veux Et il a enseigner. réussi, et il s'appelait pas Georges Clooney. Voilà, exactement. Merci à vous, Lucas Lambertini. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été Lucas Lambertini avec nous ce matin, l'auteur de War Mode, donc passe de spectateur à entrepreneur, c'est votre livre et c'est aux éditions Duno. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, nous sommes aujourd'hui avec Caroline Laverdé, qui est notre avocate d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous allez voir avec elle les bons réflexes juridiques à adopter quand on utilise notamment l'intelligence artificielle dans son entreprise. Absolument, Maxime, parce que beaucoup d'entrepreneurs, Caroline, utilisent désormais l'intelligence artificielle au quotidien. Quel est le tout premier réflexe à avoir selon vous ? Eh bien surtout, mon cher Thomas, ne jamais y verser de données confidentielles ou personnelles. Beaucoup copie-collent des contrats, des fichiers clients ou des données de salariés dans une IA gratuite sans réaliser que ces informations peuvent être réutilisées, voire servir à entraîner l'outil. Et c'est à la fois un risque au regard du RGPD, vous le savez, le Règlement général sur la protection des données, mais c'est aussi une perte possible du secret des affaires. Donc le bon réflexe, c'est de réserver les outils grand public aux tâches anodines et passer aux versions professionnelles qui offrent de meilleures garanties dès qu'il y a des données sensibles. Alors on dit, Caroline, que l'IA peut halluciner, inventer des réponses. Quel est le risque juridique ? Eh bien, le risque, c'est de croire l'IA sur parole. Elle peut produire une information fausse, une clause inadaptée, un chiffre erroné avec un aplomb total. Or, c'est l'entrepreneur qui reste responsable de ce qu'il signe, de ce qu'il publie ou envoie, et l'IA ne prend jamais la responsabilité à sa place. Donc, le réflexe essentiel, c'est de garder l'humain dans la boucle et de toujours vérifier avant de diffuser, en particulier pour un devis, un contrat ou une communication officielle. Et quand un entrepreneur fait créer son logo ou ses visuels par une IA, à qui cela appartient-il ? Justement. C'est le grand piège. Une création générée entièrement par une IA n'est en principe pas protégée par le droit d'auteur, faute d'auteur humain. Un concurrent pourrait donc reprendre votre visuel sans que vous puissiez l'en empêcher. Et à l'inverse, l'IA peut générer un contenu qui ressemble à une œuvre existante et c'est vous qui l'exploitez qui serez inquiété pour contrefaçon. Donc mieux vaut réfléchir à faire créer son logo et à le protéger dans le cadre d'un dépôt de marque. Alors un dernier réflexe pour ceux qui intègrent vraiment l'IA dans leur entreprise, Caroline. Encadrer son usage en interne. Depuis février 2025, le règlement européen sur l'IA impose déjà une obligation de formation. Les équipes doivent maîtriser les outils qu'elles utilisent. Concrètement, je recommande une charte interne simple, qui peut utiliser quoi et avec quelles données, et de la transparence vis-à-vis des clients. Par exemple, quand c'est un robot conversationnel qui leur répond. Bien encadré, l'IA est un formidable atout. Mal encadré,
elle devient un risque. Merci Caroline, le message est passé. Ça c'est sûr. Et mon cher Thomas, on se retrouve donc dans une poignée de secondes pour oser investir. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.